Alors bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi et bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce peu importe le montant de votre patrimoine. Donc on est maintenant dans la dernière vidéo d'une série de 4 sur les différentes formes d'union. Et vous allez voir, aujourd'hui on va parler de la forme d'union qui est la plus institutionnalisée puisqu'il s'agit du mariage. Je dirais que c'est un peu le truc le plus ancien qu'on a pu créer sur les différentes formes d'union. Et vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le détail de comment fonctionne le mariage, quelles sont les différentes conséquences, implications, choix, options, etc. Et impact notamment sur votre patrimoine, sur votre fiscalité que peut avoir le mariage. C'est parti pour la vidéo. Alors on se retrouve ensemble pour parler d'un régime qui est le plus courant aujourd'hui en France, qui reste le plus courant, malgré les autres options qui peuvent exister comme le PACS, le concubinage, etc. Mais bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Donc il faut savoir que le mariage aujourd'hui reste le régime le plus protecteur que vous pouvez avoir du moment où vous avez un couple ou un foyer, un partenaire, etc., etc. Foyer familial, évidemment. Donc ne pas hésiter à bien prendre en compte les différences qui existent entre les différents régimes en fonction de vos ambitions, en fonction de vos choix, de votre stratégie. Vous allez devoir choisir justement entre ces différents régimes et le mariage peut être un régime extrêmement intéressant pour pas mal de sujets. Donc la première chose à prendre en compte sur le mariage, c'est qu'à l'inverse des autres, il est plus contraignant. Et je commence par ce gros défaut-là, parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont peur du mariage. Et effectivement, c'est vrai, sortir d'un mariage, il faut divorcer. C'est le seul moyen de sortir, alors que pour les autres, c'est des décisions qui sont souvent unilatérales et sur lesquelles il n'y a pas de conséquences particulières. C'est assez facile de sortir, alors qu'effectivement, le mariage est égal divorce, c'est-à-dire on doit liquider le régime. Et là, on rentre dans des schémas qui sont un petit peu plus compliqués, notamment si on avait des communautés de biens, etc., où il faut faire des partages. Enfin voilà, ça peut être assez difficile, assez long. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. À l'inverse de ça, le mariage peut aussi avoir des avantages, notamment sur la partie protection. Vous allez voir dans le déroulé, on va voir notamment sur les aspects fiscalité, succession, etc., quels peuvent être les gros avantages du mariage. L'autre point sur le mariage, je vais parler un petit peu des conditions, c'est évidemment, il ne faut pas être marié pour pouvoir se marier. Et au niveau de où est-ce qu'on doit le faire, c'est en mairie. Vous n'avez pas le choix, il faut obligatoirement faire votre mariage en mairie, alors que le PACS, vous pouvez faire un enregistrement de PACS chez un notaire. Là, c'est obligatoirement la mairie. Par contre, vous pouvez avoir affaire à des notaires, et c'est là où on rentre dans le détail des différents contrats de mariage qui existent. Donc, on l'a vu dans le PACS, le contrat par défaut de PACS, la convention de PACS par défaut, on est en régime séparatiste, séparation de biens. A l'inverse, sur la partie mariage, parce que pour le coup, c'est lié un peu à l'histoire du mariage, le PACS est beaucoup plus récent, mais dans l'histoire, le mariage était là, plus, c'est comment dire, la mentalité française qui veut ça, parce que c'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, on est en communauté. Donc par défaut, on est en communauté de biens. Donc la communauté de biens, c'est-à-dire du moment où vous vous mariez, vous avez vos biens personnels et vous avez les biens communs. Donc on est en communauté réduite aux acquets, c'est-à-dire que tout ce qui était avant le mariage reste vos biens propres. Par contre, tout ce qui est après le mariage devient des biens communs. Donc le jour, par exemple, où il y a soit un décès, ou soit vous voulez liquider le régime, c'est-à-dire divorcer et autres, vous avez vos biens propres qui ne sont pas impactés, puisque ça reste vos biens à vous. Par contre, vous avez les biens communs qui, là, sont impactés. Je donne un exemple très simple. Vous avez une résidence dans laquelle vous viviez avant et vous achetez avec votre partenaire ou nouveau marié une résidence principale. Vous gardez votre ancien appartement, par exemple, je dis n'importe quoi, mais votre appartement d'étudiant parce que vous avez des bons souvenirs dedans, etc. Vous le gardez, vous le mettez en location. Et bien cet appartement reste un bien propre. À l'inverse, la résidence principale que vous avez acquis avec votre conjoint ou conjointe après le mariage, eh bien devient un bien commun. C'est-à-dire en cas de séparation, en cas d'arrêt du mariage, il faut séparer ce bien en deux. C'est un peu la manière dont ça fonctionne. Donc ça, voilà, pour vous expliquer globalement le régime légal de base, qui est le régime de communauté réduit aux acquis. Ensuite, il y a un autre régime qui est assez courant, qui est le régime de séparation de biens. Donc la séparation de biens, qui est du coup identique au régime de séparation de biens qu'on peut retrouver dans le PACS, c'est que tout simplement, il n'y a pas de communauté de biens. Donc tout
tout est considéré comme étant appartenant à l'un ou à l'autre des partenaires. Donc ça, c'est le régime de séparation. Et ensuite, il y a d'autres régimes. On est très peu sensibilisé à ces régimes en France, mais il faut savoir, et on va le voir, hein, par exemple, il y a le régime de participation aux acquets, qui est le régime par défaut en Suisse, alors qu'en France, pas du tout. Donc la participation aux acquets, c'est que en fait, les biens sont en séparation, les partenaires sont en séparation, jusqu'au jour où il y a séparation ou décès, et là, en fait, on fait un équilibre des patrimoines. Donc si, par exemple, madame a gagné beaucoup plus que monsieur, eh bien, on équilibre les patrimoines. Donc monsieur va pouvoir hériter, entre guillemets, ou bénéficier d'une partie du patrimoine qui a été constitué par madame. Donc c'est ce qu'on appelle la participation aux acquis. Donc ça, très peu courant en France, pourtant régime de base en Suisse. Ensuite, on a un régime qui peut être extrêmement intéressant, et là je vous recommande de creuser le sujet, notamment si vous avez la chance ou l'opportunité de vous faire accompagner par exemple par un notaire. C'est le régime de séparation avec société d'acquis. Donc je vais vous donner un exemple pour vous permettre de bien comprendre. Vous avez par exemple une entreprise. Donc vous dites, ok, pour éviter de mélanger les patrimoines, etc., je vais mettre en régime de séparation. Par contre, je souhaiterais que ma résidence principale, et pourquoi pas un investissement que j'ai fait avec mon conjoint ou ma conjointe, soit dans la communauté. Et bien là, vous pouvez créer une communauté d'acquis, et en fait, vous attribuez certains de vos actifs, certains de vos biens, à cette communauté. Donc en cas de séparation, tout est considéré comme propre, sauf ce que vous avez volontairement attribué à cette communauté. Donc ça peut être extrêmement intéressant, extrêmement puissant pour pouvoir moduler entre la communauté et la séparation. Ça peut être très très bien, donc je vous recommande, pourquoi pas, de poser la question sur votre situation particulière, si ce régime peut être intéressant. Et le dernier régime que je vais aborder aujourd'hui, c'est la communauté universelle. Donc là, pour le coup, c'est exactement l'inverse du régime séparatiste, c'est-à-dire que vous mettez l'ensemble de vos biens dans la communauté. C'est-à-dire que tout vous appartient à 50-50. C'est-à-dire que même ce que vous aviez avant vient à la communauté. Donc ce qu'il faut savoir, hein, la communauté, c'est vous faites 50-50, mais c'est assez dangereux, entre guillemets, en cas de prédécès de l'un des deux partenaires, puisque s'il n'y a pas eu de testament, si ça n'a pas été anticipé, si ça n'a pas été préparé, en cas de décès de l'un ou l'autre, eh ben, potentiellement, vous avez les enfants qui vont hériter d'une partie de la communauté. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble ne revient pas à votre partenaire, contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de personnes. Si vous êtes par exemple en communauté universelle et qu'il y a un prédécès, l'ensemble des biens ne vont pas au conjoint survivant, à moins que vous l'ayez stipulé au moment de la rédaction de l'acte. Mais sinon, c'est un partage entre le conjoint et les enfants. Donc, faire bien attention à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en communauté universelle que tout revient par défaut à votre conjoint. C'est de la communauté, donc c'est partagé, potentiellement partagé à des héritiers. Donc voilà pour cette partie-là. Donc comme je le disais, hein, le seul moyen de rompre un mariage, c'est un divorce qui peut avoir des conséquences qui sont assez difficiles, même si de plus en plus ils essayent de fluidifier cette partie divorce. Donc au niveau des obligations, donc les obligations pour le coup on est à peu près dans le même régime que le PACS. Le PACS c'est inspiré, hein, c'est copier-coller de ce qui se passe dans le mariage. Donc vous avez une obligation d'aide mutuelle, vous avez une solidarité entre époux, et vous avez le régime primaire qui prime. Donc je ne vais pas détailler ici le régime primaire parce que ce serait un peu trop long, mais globalement c'est ce qui vous autorise par exemple à avoir des comptes séparés, à avoir une liberté d'exercice de votre profession, etc. etc. Donc c'est les droits et devoirs des époux. Donc ça pour le coup vous êtes soumis à ces obligations, à ces droits et à ces devoirs. Sur la partie fiscalité, parce que c'est souvent un sujet qui est intéressant, là pareil on est identique au PACS, c'est-à-dire que vous avez une déclaration commune sur tout ce qui est impôt sur le revenu et impôt de la fortune immobilière, donc l'IFI. Donc vous avez une déclaration commune sur ces deux impôts-là. Sur la partie retraite, vous avez la possibilité, quand on est sous le régime du mariage, d'avoir une pension de reversion de l'un des partenaires qui est prédécédé. Donc, par exemple, vous avez votre partenaire qui prédécède, il a une retraite, et vous pouvez potentiellement toucher une pension, donc c'est-à-dire une partie de cette retraite qui va vous revenir à vous, même si votre partenaire est décédé. Donc ça peut être important de le savoir pour pouvoir anticiper, par exemple, des besoins tous les jours sur la consommation, sur le train de vie, etc., etc. Ensuite, sur la partie donation, il faut savoir que quand vous êtes en couple, légalement, vous êtes sous le régime du mariage, vous pouvez transmettre à tout moment 80 000 € à votre époux.
Donc là, c'est typiquement, hein, quand je parle de transmission de 80 000 euros, là, pour séparer l'idée de séparation, communauté, etc., vous transmettez, majoritairement, c'est des biens propres que vous transmettez en propre à votre époux ou votre épouse. Donc là, vous pouvez transmettre jusqu'à 80 000 euros sans frais, parce qu'après, vous pouvez évidemment transmettre plus, mais il y a des droits de donation. Mais vous pouvez donner à votre époux ou votre épouse 80 000 euros sans frais tous les 15 ans. Donc c'est assez intéressant si vous voulez notamment essayer de rééquilibrer les patrimoines pour pas qu'il y ait un écart trop important. Donc ça, c'est pour la partie donation. Sur la partie succession. Donc la partie succession, c'est là où il y a des choses qui sont importantes à savoir, et notamment la donation au dernier vivant. Mais là, je ferai une vidéo particulière là-dessus, parce que c'est un sujet qui est très important, sur lequel il ne faut pas souper. Mais globalement, sur la partie succession, votre partenaire est héritier, mais il n'est pas forcément héritier de tout. L'idéal, c'est d'avoir un testament qui définit comment est-ce qu'il hérite. Est-ce qu'il hérite, par exemple, de la quotité disponible, donc il garde l'ensemble de ce que les enfants peuvent avoir droit en tant qu'héritier réservataire, et votre partenaire bénéficie de la quotité disponible. Vous pouvez aussi mettre des clauses spécifiques, par exemple la clause de préciput, qui permet de dire, tel bien ou tel actif, je l'attribue à mon partenaire. Donc ça, c'est assez important à anticiper, parce que comme j'ai expliqué sur la partie communauté universelle, votre partenaire, même s'il hérite gratuitement en cas de décès, donc tout ce qui passe par lui ne sera pas taxé, n'hérite pas forcément de tout. Donc les enfants héritent d'une partie, et votre partenaire peut hériter, mais l'idéal, c'est de mettre dans un testament ce qui peut hériter. Comme ça simplifie l'ensemble des problèmes, notamment si vous avez des enfants de lits différents. Parce que globalement, on dit souvent qu'un héritier, un partenaire peut choisir entre soit 100% d'usufruit sur l'ensemble de l'actif, soit un quart en pleine propriété. Mais ça, c'est une option qui est faisable seulement si les enfants sont du même lit. Si par contre, il y avait des enfants d'un couple précédent, là, vous n'avez pas le choix, c'est un quart en pleine propriété. Donc l'avantage d'un testament, c'est que ça permet de moduler, de gérer et de définir précisément ce qu'on souhaite ou pas mettre dans la partie héritage, et ça évite d'avoir à subir des règles, des lois qui sont peut-être pas forcément celles que vous souhaitez voir appliquées. Donc ça, pareil, anticiper un maximum. Donc voilà, si vous avez des questions sur la partie mariage, vous inquiétez pas, je ferai des vidéos assez spécifiques où je reviendrai dans le détail des différents régimes qui peuvent être appliqués. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.